précise, Madame Abou El Wafa, que vous êtes conseillère principale en santé numérique chez Health Enabled, où vous aidez les gouvernements et les partenaires à renforcer les écosystèmes de santé numérique. Vous allez nous faire une présentation sur la santé numérique dans les contextes fragiles et conflictuels. Je vous laisse la main. Thank you very much, and thank you very much for the invitation. I've certainly learned a lot today. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je vais vous parler des résultats d'une enquête qui a été réalisée pour examiner les différentes solutions numériques dans les zones de conflit. Nous avons parlé avec l'UNHCR, l'UNICEF et d'autres ONG qui œuvrent en Syrie, au Liban, Mozambique, Niger, pour voir quelle était la portée So Maxime showed me in the morning, but I kind of forgot what he showed. Ah, excusez-moi, on m'a montré comment ça fonctionnait, mais je n'arrivais pas. Okay, yeah. Yeah, perfect. Thank you very much. So, Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de voir la portée et l'échelle des différentes solutions numériques qui sont apportées dans des zones de conflit. Et j'aimerais vous parler des 3 messages que je souhaite faire passer. La technologie numérique, aujourd'hui tout le monde en parle, elle est utilisée, elle aide, mais elle aide uniquement dans un contexte bien donné. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne regarde pas une solution pour voir quel est le problème. En fait, vous l'utilisez pour un problème donné auquel vous vous confrontez. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue historique, en fait, les crises étaient systématiques avec l'urgence. On récupère et on répond à cette crise et on se développe. Là, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des situations d'urgence multiples et complexes dans des zones de crise où, en fait, la situation d'urgence vient se greffer sur une crise existante. En fait, ça ne finit jamais et ça s'empire, en fait, avec le choléra, des instabilités politiques, des épidémies. Donc, la réponse est tout à fait différente et l'action humanitaire doit s'adapter pour répondre à ces crises qui sont multiples. Et la technologie numérique, ce n'est pas une panacée. Et en fait, il faut vraiment qu'il y ait un système déjà sur place qui soit en opération, qui fonctionne, qui soit efficace pour venir soutenir cette technologie numérique. Donc, dans le contexte, il y a 2 milliards de personnes qui aujourd'hui vivent dans des crises, des pays de crise climatique, de conflits, et la moitié du monde, leurs enfants qui vivent dans un contexte difficile avec manque de vaccination. Et je vais parler de la vaccination comme un exemple concret des défis à relever et des choses qui doivent être faites dans le cadre de la technologie numérique. Et ce challenge, ce défi de la vaccination peut s'adapter et se traduire pour d'autres domaines de la santé numérique. Alors, quels sont les différents défis que nous relevons dans des zones de conflit et des situations de crise fragiles? Chaque fois qu'une crise se produit, il y a un déplacement de population et il faut voir, d'abord, il faut voir où se trouvent ces personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Est-ce qu'il y a des personnes vaccinées, non vaccinées? Et c'est très difficile de comprendre
la fourniture des vaccins, où se trouvent les enfants, quelle est la situation vis-à-vis de la vaccination, combien est-ce que de vaccins sont nécessaires pour vacciner la population. Donc c'est un gros défi à relever et c'est un des problèmes dans le cadre de guerre avec les infrastructures de soins de santé qui sont ciblées. Il n'y a aucune visibilité sur les infrastructures, lesquelles sont ciblées, lesquelles ne sont pas ciblées, quelle est la chaîne de fourniture, est-ce qu'on a du stockage pour les vaccins, etc. Donc ce sont des réalités différentes qui sont tout à fait concrètes dans le cadre de situations conflictuelles et de situations fragiles. Et dans de nombreux pays, les réfugiés n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a vraiment des barrières culturelles, des barrières linguistiques, et le système humanitaire doit travailler avec le système sur le terrain pour travailler avec ces services. Vraiment, ça vous donne une idée, un paysage des difficultés que l'on peut rencontrer dans ce type de contexte de conflit et qui sont extrêmement un contexte fragile. Vous avez également le système des documents. En fait, ce n'est pas long terme, ce n'est pas du tout conçu pour une réponse à l'urgence, et ça a beaucoup d'inconvénients. Vous avez des réfugiés qui arrivent sans papier. Ils ne savent même pas où se trouvent leurs enfants. Ils ne savent même pas si les enfants sont vaccinés ou pas. On ne sait pas comment retracer ce parcours de vaccination. Donc, cette intervention donc pour la santé numérique, ce sont des exemples qui ont été réalisés depuis 2020, après le tremblement de terre. Et bien ceci a été fait car les personnes utilisaient déjà en Haïti en 2010, ils utilisaient les SMS pour essayer de se secourir, de dire où se trouvaient les gens qui étaient sous les décombres, utiliser des cartes d'urgence, demander de l'aide, et il y avait vraiment des contacts qui étaient réalisés au téléphone pour retracer l'emplacement des personnes. Et grâce à la technologie numérique, on a pu faire ceci. Beaucoup de collègues ont déjà parlé des outils qui sont les outils réalisés, qui sont vraiment dans différents types de situations. Je veux maintenant exemplifier ceci avec le Mozambique, avec une étude de cas qui a été réalisée. Vous avez là, avec beaucoup de... Il y a eu des ouragans, des inondations liées au changement climatique, dans un cadre d'urgence, et également la crise du Covid, et tout ceci a vraiment multiplié l'impact sur le système sanitaire. Donc en 2018, vous aviez 97 000 enfants qui n'avaient jamais été vaccinés de leur vie, et en 2023, on est passé de 97 000 à 750 000. Donc ça, c'est un recul énorme. Et lorsque vous avez ce nombre-là d'enfants non vaccinés, ça va déboucher sur plus d'épidémies. Et donc, nous avons utilisé les outils d'échelle pour pouvoir faire du micro-planning, localiser les enfants non vaccinés et cibler les campagnes, les surveiller pour que ces pays puissent vraiment jouir de ces outils. Et dans un pilot, on avait le collègue UNICEF ici qui a travaillé beaucoup, qui a œuvré beaucoup dans ce sens, sur ce projet bien spécifique. Et donc, le pays a pu vacciner 19 000 enfants, et ce programme de vaccination s'élargit aujourd'hui. Donc, en général, on dispose de beaucoup d'outils comme le Health Management Information System, le système d'information numérique de santé, le HMIS, qui est là pour comprendre où se trouvent les populations
population à Djibouti, eh bien, il faut bouger pendant 10 à 15 heures pour voir où se trouvent les populations. Mais lorsque vous avez un système d'information géographique, c'est beaucoup plus facile de retracer les personnes avec également des systèmes de traçage électronique. Et notre collègue du UNHCR nous en parlait. Et grâce à ceci, et maintenant, à cause des déplacements de personnes, ce n'est pas toujours facile. Et en Syrie, par exemple, beaucoup de réfugiés palestiniens étaient déjà en Syrie, mais nous avions leur dossier de santé. Donc, lorsque la population syrienne s'est déplacée, on a pu retracer et avoir leur dossier électronique et tout était avec des connexions en temps réel. Donc, il y a une variété d'outils qui sont disponibles et qui sont utilisés. Cependant, et c'est là où je parle du cependant, les crises, elles se présentent de manière très différente, de formes différentes. Alors, quel outil numérique va fonctionner pour une crise? En fait, c'est une... On me dit, on me demande, non, mais c'est quoi l'outil numérique qu'il faut utiliser? Mais bien, ça dépend tellement. Il faut comprendre le contexte, comprendre. Il y a des pays qui souffrent de fragilité chronique due à des guerres, des épidémies, des flambées et d'autres qui ont un super système de santé, mais qui cependant font face avec un bon système de santé publique et qui ont vécu de bonnes expériences, comme le Liban. Alors le Liban a subi de nombreuses crises sur les dernières 15 années, mais les équipes là-bas ont beaucoup d'expérience des outils numériques. Ils ont pu les déployer, les modifier, les adapter à leur urgence. Mais ça, c'est très différent d'un pays où l'infrastructure n'existe plus ou pas. Et vous avez également des systèmes, des situations d'urgence absolue dans des pays où on n'a pas l'habitude, je dirais, la culture de ce type de situation. Des guerres également qui viennent vraiment perturber en fait, les zones de conflit. Dans ces zones-là, on ne peut pas déployer du personnel qui vient de l'étranger. Et s'il y a, par exemple, un problème d'inondation, et en fait, ceci fonctionne. Et le contexte est vraiment très important. Et vous seriez très surpris de savoir qu'en fait, le contexte, eh bien, on n'en tient pas du tout compte. Et lorsqu'on parle des considérations qui doivent fonctionner avec le système de surveillance, alors donc on parle des inondations, des ouragans, et vous avez également les résultats du système de monitoring, je dirais. En fait, dans certains pays, il y a l'infrastructure, d'autres pays n'ont pas d'infrastructure, d'autres pays ont beaucoup de services, d'autres aucun service qui sont déjà existants. Donc c'est très différent d'un pays à l'autre. Et j'aimerais insister sur le fait que le contexte varie de manière très importante d'un pays à un autre. Et il faut prendre compte de cette infrastructure générale au sein du pays, qui prévaut au sein du pays. Mais il y a tout de même des principes qui devraient nous guider dans la conception de ces outils numériques. En fait, lorsqu'il y a l'émergence d'une crise, il faut avoir des outils qui sont déjà en place, de prévention pour en fait les déployer de manière urgente. En fait, il est très important d'adapter l'outil basé sur la crise et basé sur le pays. Et donc, il ne faut pas réinventer la roue à chaque fois. Et dans de nombreux
nombreuses crises, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des problèmes d'infrastructure, il n'y a pas d'Internet, donc il faut des outils qui fonctionnent, des outils numériques qui fonctionnent offline, qui ne sont pas en ligne. Et il faut également un système très simple. Il ne faut pas attendre que la crise arrive et de se demander ce que l'on va faire. Il faut vraiment être en prévention. On peut déployer ceci grâce à des outils multiples. En Gaza, ce qu'il se passe, c'est que nous avons beaucoup de conversations et c'est impossible d'avoir donc un déploiement qui est unique pour un pays. Donc vous avez un système qui n'est pas conçu pour un déploiement à distance et il faut environ 80 personnes qui doivent être là pour travailler. C'est tout à fait impossible dans le cadre d'une crise d'urgence. Et certains collègues ont également parlé du fait que les outils qui sont déployés, en fait, la plupart du temps, vous avez différents membres qui travaillent dans des agences différentes avec tout type de données. Ils nous disent non, il nous faut ceci, il nous faut cela. Et en fait, dans cette situation de crise, vous avez une seule personne qui travaille pour l'ensemble du voisinage. Si vous avez cette unique personne, et avec, en fait, il faut être extrêmement stratégique lorsque vous placez les personnes et les points de données, de collecte de données, et considérer que ça, c'est vraiment une situation d'urgence. Et il y a vraiment un personnel qui travaille presque jour et nuit, et c'est très important. Et enfin, il faut que les caractéristiques soient vraiment faciles à utiliser, qu'elles soient intuitives pour les outils déployés, mais également dans le cadre d'une situation de crise, il faut que les outils soient simples à utiliser et rapides. Et enfin, la mise en application de ceci, pour ces considérations, on parle d'un contexte de réassurance où il faut concevoir le meilleur outil, mais si on ne tient pas compte de la réalité de la mise en application sur le terrain dans différentes situations, eh bien, il ne va jamais fonctionner cet outil. Donc, les collègues ont également parlé de la gouvernance des données, de la sécurité des données. Je crois que ceci se fait dans ces pays avec vraiment des gros problèmes de confidentialité des données, et il y a des données sensibles qu'ils gèrent, qui sont dans leurs mains, entre leurs mains, et c'est beaucoup plus, ceci est un lourd tribut à payer pour la sécurité des personnes et pour leur santé. Et la coordination parmi les acteurs de l'humanitaire, vous en avez également parlé. Chacun a sa solution, avec chacun les vaccinations, santé mentale, sa propre solution. Chacun a sa solution. Comment est-ce que ceci va fonctionner sur le terrain? Comment est-ce qu'on va travailler avec une maman qui a un téléphone portable, qui a de la donnée et qui ne va pas télécharger l'application de vaccination parce qu'elle est envoyée par on ne sait quelle agence? Donc la coordination entre les différentes organisations humanitaires pour vraiment fluidifier et apporter un ciblage de ce que l'on souhaite faire passer comme message, ça semble évident, mais cependant ça ne se fait pas sur le terrain avec trop de solutions qui sont apportées par trop d'agents différents. Et au niveau de l'ICEC, on parle également maintenant de la protection d'urgence pour essayer de rapprocher et rassembler différentes solutions de différentes organisations et pour les rediriger et les réadapter à différentes situations de crise pour éviter de les dupliquer. Et enfin, ceci a été fait pour l'immunisation, mais également l'immunisation générale avec les efforts de santé publique vise à ne pas dupliquer et à ne pas faire des réponses à l'urgence de manière isolée. Merci, c'est tout pour moi.